donc bienvenue pour ce premier cours en vidéo de l'année. On va essayer de reprendre où on s'était arrêté du coup, c'est-à-dire l'idée d'Europe au XXe siècle. On en a été à la séance 2 sur Kohl et Mitterrand et l'Europe. Alors, vous aviez donc une série de documents, donc 3 documents, que l'on va analyser. Je vais corriger un peu ce que vous m'avez rendu. Vous allez trouver les notes sur Pronote du coup. Alors, en document 1, vous aviez la photographie de François Mitterrand et Helmut Kohl à Verdun, qui se tiennent la main, une image qui est restée iconique, symbolique de la construction européenne. Alors, on a d'abord, pour les présenter, François Mitterrand, donc président de la République française de 1981 à 1995, donc 2 mandats de 7 ans à l'époque, et aussi, donc à côté de lui, le chancelier allemand Helmut Kohl, donc chancelier allemand de 1982 à 1998. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est énorme comme durée, il a fait 4 mandats. Et il faut savoir aussi que du coup, chancelier allemand, c'est l'équivalent de Premier ministre en France, mais sachant que là-bas, le président a beaucoup moins de pouvoir qu'en France. En fait, le personnage central de l'État en Allemagne, c'est le chancelier. Donc aujourd'hui, Madame Merkel, donc à l'époque, c'est Helmut Kohl, donc chancelier de la RFA, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Ouest, et à partir de 1990, donc de la réunification allemande, il sera chancelier de l'Allemagne unifiée. Alors voilà, dans la question 2, je vous demandais d'entourer sur la photo les éléments qui montrent l'unité. Alors ce qu'il faut entourer, c'est 2 choses. Déjà, au centre, entre les 2 gerbes de fleurs, on a le cercueil. Alors c'est un cercueil unique pour symboliser la mort de cette guerre qui n'a pas finalement de nation. Un mort est un mort là pour le coup. Et on a recouvert ce cercueil des 2 drapeaux unifiés, un drapeau unique, les 2 drapeaux mêlés en tout cas de la France et de l'Allemagne. Vous voyez, même si c'est du noir et blanc sur votre document, on reconnaît les couleurs, enfin on devine les couleurs en tout cas. Et l'autre symbole, c'est le fait qu'ils se tiennent la main. Donc c'est un acte assez historique. C'est François Mitterrand qui a eu l'idée. Helmut Kohl était un peu surpris pour le coup, mais faut savoir que François Mitterrand, il avait le sens de l'histoire. Donc c'est sûr que le fait de tenir la main d'Helmut Kohl, ça c'est resté dans l'histoire en fait. C'est vraiment le geste qui est resté quoi. Pour la question 3, je vous demandais en quoi le lieu est symbolique. Il faut savoir que Verdun, voilà, c'est la bataille de Verdun, c'est une des batailles les plus célèbres de la Première Guerre mondiale, et elle oppose les Français aux Allemands. Il faut savoir que sur le front, il y avait des endroits, l'armée anglaise faisait face aux Allemands, d'autres endroits c'était l'armée française. Français et Anglais se battaient pas côte à côte ensemble, donc il y avait l'armée française à certains endroits, l'armée anglaise, et chacun a eu ses batailles, et chacun se battait contre les Allemands et aussi les Austro-Hongrois. Donc Verdun, en tout cas, c'est une bataille qui oppose les Français aux Allemands. Alors, on est en 1916, la bataille elle dure des mois, de février à décembre. Il faut savoir qu'elle va faire 300 000 morts et un peu plus de 400 000 blessés dans les 2 camps. Donc c'est vraiment un endroit qui est resté symbolique de la guerre entre la France et l'Allemagne. Or, ce que font les 2 hommes politiques, là, c'est un acte de paix, de se tenir la main, et une photo qui restera dans l'histoire pour le coup. Pour finir, il faut savoir que c'est la France qui gagne la bataille de Verdun. C'est un peu anecdotique, puisque au final, les positions à la fin de cette bataille sont quasiment les mêmes qu'au départ. Donc voilà, autant de morts et de blessés pour quasiment rien, quoi.
Dans le document 2, donc c'est la question 4, je vous demandais de quelle transformation parle-t-il dans l'expression qui est soulignée. Et donc dans le discours de François Mitterrand et d'Helmut Kohl, on parlait de profonde transformation en Europe. Et on est en 1990. Alors si on replace ça dans le contexte, il ne faut pas oublier que toutes les séquences sont liées. Hein. Là on est sur la construction européenne, c'est sûr, mais on a vu auparavant les États-Unis et le monde, donc de 1917 à 1989. Il faut savoir qu'en 1989, donc, ce qui est important comme date historique, c'est la chute du mur de Berlin. Et donc, c'est important notamment pour l'Europe et a fortiori pour l'Allemagne. Donc, c'est en tout cas le début de la chute du bloc communiste. Hein, et ça va entraîner la chute du rideau de fer. C'est-à-dire que toutes les dictatures d'Europe de l'Est vont tomber et vont devenir des démocraties. Donc, ce qui fait que voilà, l'Europe entière va être libre. Et ça va amener un peu plus tard à la chute de l'URSS également. Donc, toutes ces transformations sont celles-là, quoi. Le mur de Berlin est tombé, donc la guerre froide est terminée. Elle est sur le point d'être totalement terminée. Et donc pour l'Allemagne, ça va être le début de la réunification, hein, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus deux Allemagnes comme avant, RFA d'un côté, RDA de l'autre, donc RFA occupée par les Français, les Anglais et les Américains, bloc capitaliste, et la RDA dans le bloc communiste. Ça c'est fini. Donc la RFA va incorporer la RDA pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui l'Allemagne. Hein. Et donc voilà. C'est pour ça qu'il parle de ces changements, de ces transformations qui vont amener beaucoup de choses en Europe. Dans la question 5, on vous demande d'encadrer les objectifs visés pour l'Union européenne. Alors, on vous parle déjà d'union économique et monétaire, ça c'est ce qui a commencé à se faire au moment du discours. Et il y a aussi à noter, à la ligne 3, accélérer la construction politique de l'Union de l'Europe des 12. À l'époque, ils ne sont que 12. On est à 27 aujourd'hui. Donc, dans quel domaine l'Union doit-elle s'effectuer? Alors, elle s'effectue au niveau économique et monétaire, donc commercial, avec le marché unique. Et elle va se faire aussi, elle doit se faire, en tout cas selon l'objectif de l'époque, au niveau politique. Donc voilà, l'idée c'est le niveau politique. Alors, à question 6, le document 3, il répondait pas forcément, mais il fallait chercher un peu ailleurs. Alors, ces idées ont-elles abouti? Oui, en partie. Hein, l'union monétaire, elle est faite dans presque tous les pays qui ont adhéré à l'euro, du coup. Et on a l'espace Schengen, qui est un espace de libre circulation. On en reparlera, notamment avec la crise actuelle qui fait que l'espace Schengen est fermé pour le coup. Alors l'union politique, elle s'est faite à travers le Parlement et la Commission européenne qui siège à Bruxelles, mais elle n'est pas encore totale. Alors, on n'est pas comme au temps des anciens qui rêvaient d'une fédération européenne. Ça, non. Et pour le moment, on en est encore loin, surtout en ce moment. Donc, la réponse, ce serait oui, mais pas tout. Toutes les idées n'ont pas abouti. Alors, une des manifestations, un des symboles un peu du couple franco-allemand, c'était en 94. On est sur le dernier défilé du 14 juillet auquel François Mitterrand pourra assister, parce que l'année suivante, ce sera la fin de son mandat et c'est Jacques Chirac qui sera le nouveau président français. Donc c'est son dernier défilé. Et on voit que des chars allemands ont défilé aux côtés de la France, des chars allemands sous la bannière de ce qu'on appelle l'Eurocorps. Alors, je vous posais la question, pourquoi ce défilé peut choquer certains Français? Pourquoi il a pu choquer des Français à l'époque? Vous pouvez bien le comprendre si vous vous rappelez du cours d'histoire de première. Déjà, c'est une des premières fois qu'un pays étranger défile sur les Champs-Élysées. Bon,
c'est pas le problème, mais la dernière fois que des soldats allemands défilaient sur les champs et dans les rues de Paris, par exemple, en France en tout cas, c'était au temps de l'occupation. Hein, c'est-à-dire que l'Allemagne nazie avait vaincu la France en 1940. Donc revoir des Allemands, pas des nazis, mais des Allemands en tout cas, dans la rue, ça pouvait rappeler de mauvais souvenirs à certains. Donc voilà, parce qu'à l'époque, on est en 94, la guerre c'était 50 ans avant. Hein. Non, on fait la même chose. Ceux qui ont connu la Seconde Guerre mondiale sont encore moins nombreux. Hein. Ils sont très âgés, quoi. Alors je vous posais aussi comme question, qu'est-ce que l'Eurocorps? Et en quoi est-il représentatif des relations franco-allemandes? Alors il faut savoir que l'Eurocorps, c'est un corps d'armée qui regroupe des soldats de différents pays européens. On a la France, l'Allemagne, d'autres pays comme l'Espagne, la Belgique, le Luxembourg. Il y a aussi d'autres pays qui sont associés, hein, comme la Turquie ou la Roumanie ou la Pologne, hein, qui envoient beaucoup d'hommes aussi. Mais les deux principaux fournisseurs, entre guillemets, de soldats, ce sont la France et l'Allemagne. Donc à travers ça, on peut voir une collaboration forte, y compris au niveau militaire, entre la France et l'Allemagne. Alors il n'y a pas une collaboration aussi forte entre tous les pays de l'Union européenne. Hein. Mais la France et l'Allemagne, donc ça vous montre, à travers cet exemple, que c'est la colonne vertébrale de l'Union européenne, hein, de ce qui va devenir l'Union européenne. À l'époque de François Mitterrand et d'Helmut Kohl, là, quand ils se tiennent la main, on est encore la CEE. Mais voilà, c'est ce qui est encore aujourd'hui, dans un moment de crise grave, économique ou autre, le président français va rencontrer le chancelier ou la chancelière en ce moment de l'Allemagne. Et là, ça, voilà, pour prendre des décisions ensemble. Et on voit que les autres pays d'Europe sont moins peuplés, moins importants, une place moins grande, mais pour certaines raisons sont éventuellement plus en retrait. Hein, et notamment l'Angleterre, le Royaume-Uni, qui est encore plus en retrait maintenant, parce qu'elle a quitté l'Union européenne. Alors en bilan du cours, je vais vous l'envoyer par mail, hein, je vous ai tapé un petit bilan que je vais vous lire hein, pour un peu résumer tout ça. Alors tout ça pour vous dire que le couple franco-allemand est donc un des moteurs de la construction européenne. Alors cela s'est particulièrement vu dans les années 80-90 sous les mandats de François Mitterrand en France et d'Helmut Kohl en Allemagne, avec notamment un événement qui est le traité de Maastricht en 93, qui va créer l'Union européenne. Hein, donc ça s'est fait sous les mandats de ces deux acteurs importants, deux acteurs politiques, je veux dire. Alors cela renforce les liens entre les pays. Dans le traité de Maastricht, on aura entre autres, que l'on connaît bien aujourd'hui, dans ce que j'ai déjà cité, c'est-à-dire la monnaie unique, l'euro. À l'époque, il n'y avait pas encore tout à fait de nom, on parlait d'écu. Mais c'était plutôt un sigle que un vrai nom de monnaie, hein, c'était European Currency Unit, donc une unité de conversion européenne en gros, ce qui va donner l'euro. Donc la monnaie unique et l'espace Schengen du coup. Donc avec la fin de la guerre froide que l'on a connue sous le mandat de ces deux hommes politiques, l'Allemagne s'est réunifiée et l'Europe plus tard va s'élargir à l'Europe de l'Est, hein, des pays qui avant, sous la guerre froide, étaient des dictatures et qui se sont libérés du coup et ont pu choisir d'intégrer l'Union européenne. Donc par exemple la Pologne, pour citer des grands pays, la Hongrie, la Roumanie, la Croatie par exemple, pour faire 27 pays aujourd'hui, donc 28 moins le Royaume-Uni. Bon, en bilan, parce qu'on est dans une perspective historique, ce qu'il faut dire c'est qu'aujourd'hui l'avenir de l'Europe est incertain. On a la crise de l'euro, avec la crise grecque notamment. Hein. Il y a eu le rejet de la Constitution européenne, qui a été un projet il y a quelques années. Donc des pays ont voté contre. Donc ça a retardé la mise en place de tout ça.
Il y a eu des difficultés à digérer l'arrivée de beaucoup de nouveaux pays, hein. L'Europe de l'Est, elle est arrivée en masse dans l'Union européenne, hein. On est passé de 15 à 25 d'un coup, hein. Donc il a fallu digérer, hein, que les institutions s'adaptent. Et en ce moment, double crise, crise économique, triple crise en vérité. Crise économique, bon, qui touche le monde entier, hein. On a la crise des migrants, hein, liée à la guerre en Syrie, à la guerre en Libye également, Syrie et Irak, hein. Et on a cette crise actuelle du coronavirus où voilà, on est tous confinés chez soi, l'espace Schengen est fermé, donc là l'Europe est à l'arrêt, hein, forcé, bon, comme beaucoup de pays dans le monde. Donc voilà pour ce cours sur Kohl Mitterrand et l'Europe. Donc je vais vous mettre les notes, hein, sur vos feuilles. Ce sera sur Pronote au moment où vous verrez ce film, j'espère en tout cas. Et on se retrouve la prochaine fois pour faire la séance 3, enfin, où on va on va corriger rapidement les chronologies en fait que je vous demandais sur les dates les plus importantes de l'Union européenne, hein, que j'avais ramassées, alors que tout le monde m'a pas rendu, mais bon, voilà, je vais pas attendre des copies. Enfin, si vous l'avez pas fait, vous pouvez me l'envoyer par photo d'ailleurs, hein. Vous avez le temps, je vais vous donner un délai là-dessus, je le mettrai sur Pronote. Et voilà. Donc à la prochaine fois pour la prochaine séance. Et j'espère que vous allez bien, que vous respectez bien le confinement et que vous passez le moment pas trop désagréable quand même, hein. Il faut savoir s'occuper et s'amuser un peu dans la limite de ce qu'on peut faire. Voilà. Allez, à bientôt pour un nouveau cours en vidéo.